Pour commencer cette émission, on va parler retail, e-commerce aussi et chaussures, puisque j'ai le plaisir de recevoir Lisa Nakam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale associée de la marque Genac, une maison familiale de chaussures, donc fondée dans les années 60 par votre grand-père, développée ensuite par votre père. Et évidemment, dans les histoires familiales, moi, ce que j'aime bien savoir tout de suite, ma première question, c'est est-ce que vous avez toujours voulu reprendre les rênes ou est-ce que finalement, quelque part, ça vous est imposé, c'est un peu présumé depuis que vous êtes né? Alors non, ça n'a pas du tout été imposé, ça a été un choix. Après, quand on est une fille, qu'on a un papa qui travaille dans la mode, qui fait des chaussures, il est quand même assez évident que c'est un terrain qui nous intéresse. Donc voilà, mon père m'a intégré très tôt. En fait, il m'a fait découvrir assez rapidement les salons, les matières, les usines, etc. Et donc c'est vrai que depuis mes 12-13 ans, je sais que je vais le rejoindre. Et puis, on a commencé, en fait, tout en bas de l'échelle. On a un peu essayé tous les postes. Donc, on est passé par l'entrepôt, on est passé par la vente en magasin, on est passé un peu par tous les postes au siège aussi. Et c'est ce qui a fait on va dire qu'on a une assez bonne connaissance de l'entreprise et pas juste de certaines parties. Vous dites « on » parce que vous ne parlez pas que de vous? Oui, de mon frère et de moi. Exactement, parce on travaille en binôme, en fait. Enfin, en trinôme, d'ailleurs, parce que mon père est toujours là et qui continue de faire les collections aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, c'était un choix pour tout le monde et c'est un choix qu'on continue de faire dans notre quotidien. Vous n'avez pas toujours travaillé toutefois pour l'entreprise. Vous avez fait un autre parcours avant. C'était là aussi, c'était pour mieux vous préparer? Exactement. En fait, tout au long de mes études et de mes expériences professionnelles, j'avais en tête de rejoindre ensuite l'entreprise et de faire des choses pour ça. Donc j'ai fait mes études donc, à Dauphine, j'ai fait un master spécialisé dans la distribution. Je suis partie ensuite habiter à New York, puis à Londres. J'ai travaillé donc, dans la société Interparfums, donc dans la beauté, et ensuite dans le groupe Beaumanoir. D'accord. Donc là, pour le coup, très, très retail. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'aller piocher des expériences sur des domaines divers et variés. Au sein d'Interparfums, c'était beaucoup axé sur le développement international, beaucoup axé sur le marketing. Les États-Unis étaient très en avance sur la France, sur des problématiques comme les réseaux sociaux, sur tout ce qui était image. Voilà. Et côté groupe Beaumanoir, on était vraiment là sur des problématiques plus opérationnelles, distribution. Ouais. Et donc là, même chose, on a eu vraiment la chance de voir beaucoup de choses au niveau de ce qui se fait sur les magasins. Voilà. Donc ça nous a permis en fait d'emmagasiner beaucoup de choses, de préparer une roadmap pour après. On avait aussi en tête les petites choses qu'il allait falloir améliorer avant même d'être venu. Et c'est pour ça qu'on a avancé assez vite dès qu'on a rejoint Genac. Qu'on a mis en place beaucoup de choses. Et alors, on en parle souvent avec mon frère. En vrai, nous, ça fait 12 ans qu'on travaille et qu'on met en place des choses. Et dans les faits, souvent, on nous dit, ça fait 4-5 ans que vous avez fait des changements. Et en fait, on n'a pas fait des changements depuis 4-5 ans. On les a fait depuis plus d'une dizaine d'années. Mais le résultat de ces changements, c'est maintenant qu'il se voit. Comment on apporte des changements dans une entreprise qui est dirigée par son papa? Est-ce que le papa, il ne dit pas, c'est bon, moi, ça fait 20, 30, 40 ans que je suis là et du coup, tu es bien gentil avec tes solutions, mais ça va 5 minutes? Alors évidemment, ça va être toute la difficulté, ça va être de trouver l'équilibre entre l'expérience que lui a et on va dire la nouveauté, la modernité que nous, on peut apporter. Et donc tout ça, ça va être un travail de longue haleine, de discussion, beaucoup. Mais sincèrement, alors, on a l'avantage d'avoir été 3 tout au long, ce qui nous a permis qu'il y ait toujours quelqu'un pour trancher dans les décisions. On est toujours 2 contre 1, donc dans le fond, à la fin, on se range l'avis du plus grand nombre. Et c'est ce qui permet aussi de remettre en question quand on n'est pas d'accord avec toi, etc. etc. Et donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre à ce niveau-là. Voilà, et après on est une famille assez fusionnelle et on parle beaucoup et ça nous permet aussi de stratégiquement avoir aussi les mêmes envies et donc de les mettre au point plus ou moins de les mêmes manières. Vous parliez tout à l'heure d'une roadmap que vous avez mis en place. Quelle est-elle en fait? On revient de loin. D'abord, il y a eu énormément de sujets très opérationnels sur des fonctions support telles que la logistique, telles que les flux.
on avait déjà en tête cette envie d'unification. Donc aujourd'hui, ça paraît évident, mais il y a une dizaine d'années, elle n'était pas aussi évidente. Et nous, on percevait qu'à partir du moment où tu as un business, l'objectif, c'est de vendre à une cliente, de satisfaire cette cliente, peu importe qu'elle vienne en magasin, sur le site internet. En fait, le canal à partir duquel on va targeter la cliente, dans le fond, il importe peu. Et c'est probablement ce qui nous a beaucoup aidé à mettre en place des choses très unifiées à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a assez rapidement cessé d'avoir des organisations un peu en silo et le digital d'un côté, le magasin de l'autre. Voilà, vous avez compris. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de porter aussi auprès des équipes, auprès des magasins, faire en sorte que tout le monde comprenne qu'on n'est pas du tout dans une guéguerre où on doit se tirer un petit peu la couverture pour faire les ventes de son côté. En fait, c'est la même chose, on est un groupe et à la fin, de savoir que on a un produit qui est disponible dans le réseau, il peut être vendu à partir du moment où il est là, n'importe où. Et c'était vraiment ça l'important pour nous. Donc ça a été un des premiers chantiers qui demandait donc beaucoup d'implication en termes de logistique et donc de flux. Voilà. Ensuite, donc on avait beaucoup de chantiers sur le marketing parce que Jonac, c'était une marque très neutre. C'était un petit peu un distributeur. On avait des magasins de chaussures, mais on s'impliquait pas vraiment. On ne marquait pas la marque, si vous voulez. On ne donnait pas de marqueur sur ce qu'on était, sur nos valeurs. Il n'y avait pas de différenciation suffisante ? Non. En tout cas, c'est ce sur quoi on a travaillé. Et donc, on a eu beaucoup de projets liés au marketing et au digital pour un petit peu en fait, donner du cœur à cette marque, en fait. Lui donner vie et essayer de la sublimer à travers des visuels, à travers beaucoup plus de création de contenu. Ça aussi, c'était un vrai sujet pour nous. Et aujourd'hui, on continue de penser qu'il en faut encore plus parce que c'est de cette manière que tu arrives à donner envie à la cliente. Voilà. On a eu des chantiers aussi en expérience client. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, le cœur de tout, c'est les gens, que ce soit les clientes ou que ce soit les gens en interne. Et donc, c'est très important de travailler sur le bien-être, que ce soit en magasin, que ce soit sur le site. Aujourd'hui, la femme, elle n'a pas le temps. On court tous après, dans une vie un petit peu, on va dire, tendue entre le professionnel, le perso, etc. Et donc, quand on sait que c'est ça notre cible, il va falloir en fait l'aider pour que le shopping reste un plaisir et en fait qu'il puisse se faire simplement, facilement et que ça reste du bien-être, un moment agréable. Et donc ça va avoir aussi des conséquences sur la façon d'acheter, sur les modes de livraison qu'on propose, sur tout ça. Qu'est-ce que ça change aussi en matière de relations clients ? Parce que j'ai vu que vous en avez externalisé une partie. Or, dans le discours que vous avez, j'ai le sentiment qu'au contraire, ça devrait être complètement chez vous. Alors, on a gardé... Alors, donc, au niveau du support client, si vous voulez, on a une équipe en interne avec une responsable d'expérience client et 2 autres personnes qui gèrent, en fait, dans le quotidien, les demandes. Mais on a été obligé d'externaliser parce que, étant donné que les volumes augmentent parce que la société va bien, à un moment donné, on ne peut pas avoir assez de réponses, comme on veut que ce soit des vraies personnes qui répondent. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas d'intelligence artificielle, si vous voulez, là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que on reste notre cœur de métier, c'est faire de la chaussure, c'est pas avoir un centre d'appel qui répond aux questions. Donc on a été obligé d'externaliser quand même une partie, mais même chose, en fait, on travaille vraiment en étroite collaboration avec le support client qu'on a choisi, de manière à ce qu'on soit très unifié dans la façon de le faire, qui répondent vraiment de la même manière que nous. S'ils ont un doute sur la réponse à apporter, ils travaillent avec nos équipes pour se poser les questions, etc. D'accord. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, on peut pas scaler si on n'a pas un peu d'externe sur des parties comme celle-ci. Vous disiez l'entreprise va bien et c'est assez notable dans un secteur du retail qui, on le sait, est quand même pas mal challengé et on voit presque quotidiennement dans la presse en ce moment. Quelle est la stratégie qui fait que ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous avez compris que les autres n'ont peut-être pas compris ? Je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on ait compris que d'autres n'ont pas compris. Je pense qu'après, parfois, tu vois des choses, mais tu n'as pas forcément la flexibilité pour les mettre en place. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel mon papa a été très visionnaire, c'est la RSE.
C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, on est une société qui baigne dedans. C'est-à-dire que mon père a fait des choix stratégiques il y a 30 ans qui étaient de ne pas produire en Asie, qui étaient de créer un vrai relationnel avec des usines, qui étaient de travailler que du cuir, que des matières issues d'usines auditées, et donc toute cette partie-là qui est aujourd'hui très à la mode dans le discours, chez nous, ça a été intégré il y a très longtemps. Donc, dans le fond, on met en place des choses, etc. Mais c'est une grande facilité parce qu'en fait, aujourd'hui, ces sujets-là deviennent hyper importants. Et donc, tout le monde se bat un petit peu pour rattraper le retard qu'on peut avoir là-dessus. Et nous, en fait, on est plutôt en avance. Et ça nous permet beaucoup de flexibilité parce que, typiquement, le modèle, par exemple, au niveau de la production, c'est un modèle en circuit court. Ça veut dire que j'achète de la marchandise pour mes clientes, mais je me couvre sur très peu de temps, puisque je suis capable de rassortir très vite, quasiment à 2 semaines. Donc avec un modèle comme celui-ci, on peut faire beaucoup de tests. Et donc on est extrêmement flexible, extrêmement réactif. Quand je lance une collection, je ne m'implique pas sur les quantités que je vais acheter. Je vais voir ce qui va se passer au début de la collection, et je vais réassortir les bons modèles, et puis je vais arrêter les modèles qui fonctionnent moins bien. Et vos fournisseurs, ils sont capables de réagir comme ça aussi vite ? Voilà. Et pourquoi mes fournisseurs sont capables de réagir comme ça ? Parce que ça fait 30 ans qu'on a mis au point ce système de production avec eux. Et donc, si vous voulez, on a cette petite avance-là qui fait qu'aujourd'hui, d'abord, les usines ne travaillent que pour nous. Ah oui, ça change effectivement la donne, oui. Et on est capable donc d'apporter sur le marché des produits qui sont déjà très proches de la mode, qui sont en général dans la tendance et dans la demande. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de produits qui ne marchent pas, donc on n'a pas beaucoup besoin de déstocker. Donc on n'a pas beaucoup besoin de démarquer. Donc on n'abîme pas la marque non plus parce qu'on ne fait pas partie des marques qui sont en solde toute l'année. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas un sujet sur lequel on a été tellement meilleur que d'autres, mais s'il y a un sujet qui nous a permis de faire beaucoup de choses, c'est celui-là. Il nous a permis de passer beaucoup de crises aussi. Parce que quand ça ne va pas et que tu as beaucoup de stocks, forcément, tu es obligé de faire des choix à cause de tes stocks. Et nous, quand on a eu les gilets jaunes, quand on a eu les attentats, quand on a eu tout ça, dans le fond, on baissait un petit peu la voilure en termes de production, mais ça n'impactait pas non plus la rentabilité de l'entreprise autant que chez les autres. Et ça nous a permis de tenir la distance. Vous avez été élu hier soir, je crois, personnalité du e-commerce de l'année. Ça veut dire que là aussi, sur le digital, vous avez une stratégie, en tout cas visiblement pertinente. Vous parliez des réseaux sociaux, des choses que vous avez importées des États-Unis ? Oui, donc ça, alors importer, c'est pas vraiment le terme, mais on a eu la chance de voir des choses assez tôt. Alors nous, on est assez testeurs dans l'âme, donc d'une manière générale, on est pro-innovation et on trouve ça bien d'essayer quand il y a des choses qui arrivent. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est qu'on fait partie des premières marques à avoir créé un compte sur Instagram, créé un compte sur TikTok, etc. etc. Et donc le fait d'avoir pris des choses tôt, alors évidemment il y a des choses aussi qu'on a pris tôt mais qui n'ont servi à rien, mais en l'occurrence sur les réseaux sociaux et notamment sur l'influence, ça a été extrêmement prolifique parce qu'on faisait partie des premières marques à le faire, donc on l'a fait d'une manière probablement plus saine, plus directe. Et puis ça nous a permis en fait d'avoir un peu un train d'avance sur d'autres. Et donc on a une belle communauté sur Instagram aujourd'hui, la même chose sur TikTok, et ça nous permet aussi de tester toujours la même chose, c'est-à-dire le fait d'avoir utilisé ces réseaux, ça nous permet aujourd'hui de tester encore d'autres choses parce qu'en fait on a des bases de followers entre guillemets avec lesquels on peut discuter. Et aujourd'hui, tu peux même leur demander leur avis sur plein de choses. Et ça te permet encore de te perfectionner sur d'autres domaines. Et ça nourrit la marque, en fait. Exactement. Et ça permet aussi de rajeunir la clientèle ou pas ? Oui, ça permet clairement de rajeunir la clientèle. Donc là, c'est aussi des choix stratégiques. C'est-à-dire que chaque saison, on va définir ce qu'on veut en termes de ciblage. Donc nous, il y a quelques années, on s'est dit, c'est bien, mais il faudrait qu'on aille chercher plus de jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place justement des campagnes, alors pour le coup d'influence avec des influenceuses plus jeunes. Donc on a été chercher, alors parfois sur certaines zones en fonction des implantations retail qu'on voulait, parfois simplement sur l'âge, parfois sur différents critères en fonction de la mode aussi. Si vous voulez, si vous êtes sur une tendance très rock, vous allez chercher des influenceuses très rock parce qu'il faut que ça corresponde aussi. Et donc voilà, et donc on a été recruté via les réseaux sociaux, beaucoup de gens plus jeunes.
Ça nous a donné ce souffle, on va dire, vers le bas, tout en continuant de travailler notre typologie de clientèle classique. Parce que Jonac, on est une marque très globale, on s'adresse un peu à toutes les femmes. Et l'idée, c'est de recruter une jeune, si vous voulez, à l'école, enfin encore au lycée, qui peut commencer à porter nos chaussures, mais qui pourra les porter jusqu'à la fin de sa vie, en fait. On n'a pas de limite d'âge et on a aujourd'hui des clientes, en fait, qu'on essaye de suivre à travers toutes les étapes d'une vie. Et c'est vraiment l'objectif. Et je pense que, si vous voulez, on a tous ces sujets un peu d'inclusivité. Pour moi, ils sont extrêmement importants aussi parce que alors moi, je suis anti-concept persona marketing d'une manière générale, et je dis souvent qu'en fait, une femme, c'est pas on peut pas être cadré par un profil parce que simplement, on est toutes à avoir envie de basket à un moment de la journée, de talons hauts à un autre moment de la journée, et donc en fait, on essaye de travailler vraiment plus sur des envies et des moments d'envie, pas forcément liés à une typologie de femme. Et voilà, et c'est ce qui nous permet en fait de travailler, d'essayer d'apporter en fait des nouveautés tout le temps, en conservant vraiment un berceau de modèles classiques qu'on continue de vendre et qui sont encore nos bestes aujourd'hui. Vous aviez annoncé, je crois, en fin d'année dernière, des ambitions de développement à l'international avec l'ouverture de magasins, je crois, en Belgique, en Suisse, et pourquoi pas un petit coup d'œil vers le marché américain. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, donc la Belgique a ouvert, on a ouvert donc Bruxelles et Anvers, et ça fonctionne très bien. Donc, on est agréablement surpris des performances de la zone. La Suisse est toujours en cours, donc on espère un dénouement rapidement sur les ouvertures physiques. On a ouvert chez De Bijenkorf, donc aux Pays-Bas. Voilà. Alors, les États-Unis, c'est un marché à part qu'on ne veut pas travailler pour le moment. On aimerait vraiment terminer les développements qu'on est capable de faire tout seul sur le marché européen principalement, avant d'aller chercher le marché américain, qui est quand même un marché compliqué. Et par contre, on regarde le marché canadien, dans lequel on est déjà présent via les grands magasins, Maison Simons là-bas. Mais le marché canadien, on dit souvent que c'est un test du marché américain. Donc je pense que ce sera plutôt par là qu'on commencera avant d'aller attaquer le vrai marché, qui est quand même un énorme marché. Voilà. Mais en tout cas, on continue notre développement là-dessus. On continue aussi le développement via des partenaires sur d'autres zones. Donc comme le Maroc, on avait ouvert notre première boutique à Casa et on va ouvrir prochainement sur Marrakech et sur Rabat. Enfin, voilà. Donc on continue d'avoir l'international à cœur, avec des jolies signatures dans quasiment tous les grands magasins d'Europe. Et voilà. Donc ça veut dire que vous croyez encore au développement du magasin physique ? Alors complètement, je crois au développement du magasin physique, je crois juste au développement du magasin physique dans une quantité limitée. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir un réseau trop lourd. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on avance, et en tout cas qu'on conserve une flexibilité. Je pense qu'il faut un réseau léger. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles il n'y a aucun problème pour avoir des magasins physiques. En fait, le sujet se pose souvent sur les petites villes de province qui, de toute façon, physiquement parlant, n'ont pas assez de place pour concurrencer Internet qui a tous les magasins du monde, en fait. Donc forcément, c'est des zones sur lesquelles c'est compliqué parce que la dame qui habite là-bas, entre choisir sur Internet avec toutes les marques possibles et imaginables ou bien aller dans la grande rue de la ville dans laquelle il y a 10 magasins, forcément, le choix, il est vite fait. Par conséquent, voilà, ma vision, c'est plus de me dire ça sert à rien d'aller dans trop petites villes. Ces trop petites villes doivent être couvertes par le digital. Mais par contre, il y a effectivement beaucoup de grandes villes dans lesquelles on peut encore aller. Et puis après, travailler tout ça, toujours pareil, en unification, de manière à pouvoir renvoyer une cliente d'un point A à un point B, qu'elle puisse acheter sur Internet, se faire livrer en magasin, acheter en magasin, se faire livrer chez elle parce qu'elle n'a pas envie de prendre le métro, aller dans un grand magasin et renvoyer sa paire sur le site, ou voilà, toutes ces en fait, il ne doit pas y avoir de limite, en tout cas, à ce qu'on peut permettre à la cliente et qui lui simplifierait la vie. Merci beaucoup, Lisa Nakam. Je rappelle que vous êtes la directrice générale associée de Jonac.